à apporter au tourisme, pour, arriver à trouver des solutions pragmatiques, qui amènent à un tourisme durable. Donc un grand merci à vous. Je souhaitais remercier, la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur pour, son soutien dans l'organisation, et la mise en place de cet événement et indiquer que cet événement a été, co-organisé en partenariat, avec le réseau Interparcs, Cap Énergie et Envirobat BDM. Donc un grand merci à tous pour leur soutien et enfin remercier, Sabrina de Zénage, pour, l'animation, qu'elle va assurer tout au long de cette matinée. Merci Valérie. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Et puis, on va démarrer. Cette matinée va être dense. On va passer donc jusqu'à midi, grand maximum 12h15 si on a un petit peu de retard ensemble, pour parler de quelles éco-solutions pour améliorer votre offre touristique et profiter du plan France Relance. Cette matinée, au fait, va se compartimenter, on va l'organiser, la partager en, je dirais, deux moments forts. D'abord, un premier moment où on va aborder les éléments clés de mise en œuvre au fait des éco-solutions pour les entreprises et les territoires en région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour aller vers un tourisme éco-responsable et respectueux de toutes les formes de ressources. D'abord, une plénière qui va aborder quelle est la vision commune que l'on doit avoir, comment les filières peuvent se structurer, quel type de financement et comment aborder et bénéficier de ces financements. Enfin, on va vous partager des exemples de bonnes pratiques. Nous aurons un temps d'échange. Ça, c'est vraiment notre plénière qui va durer jusqu'à 10h45. À 10h45, on se répartit en 4 salles. Donc, on vous mettra le lien de la salle que vous devez rejoindre en fonction de l'atelier auquel vous vous êtes inscrit. Donc, il y a 4 ateliers qui seront animés par 4 animateurs, animatrices. Un atelier déchets, un atelier eau, un atelier biodiversité et ressources naturelles et un atelier énergie où là, on va vraiment mettre en phase des créateurs de solutions, d'éco-solutions et des utilisateurs. Et puis après, on se retrouve à nouveau en plénière pour une conclusion. Alors, on va démarrer par cette vision globale. Et donc, notre premier intervenant est Monsieur Laurent Greffeuil, que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a de cela peut-être une quinzaine d'années, peut-être, ou 10 ans, je ne me souviens plus, donc dans le cadre de la stratégie d'écotourisme du Parc national du Mercantour. Monsieur Laurent Greffeuil est donc le chef de service, attractivité tourisme chez Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et il va nous partager justement cette stratégie régionale en matière de tourisme durable. Laurent, vous avez la parole. On ne vous voit pas. Merci. Ah bon? Moi, j'ai ma caméra allumée. Vous m'entendez? On vous voit et on vous entend. C'est à vous, Laurent. OK. Merci, Sabrina. Je me rappelle aussi. Merci également au pôle qui nous ont aidés, qui ont porté cette organisation de cet événement, qui, je pense, est plutôt un démarrage. Je salue également tous les professionnels de tourisme qui sont présents. On passe à eux après cette longue période particulièrement difficile, qui n'est pas encore terminée pour un certain nombre d'entre eux. On sait bien que on souffre encore beaucoup de l'absence de certains types de clientèle, notamment les clientèles étrangères. Certains secteurs souffrent encore pas mal, comme tout le secteur de l'événementiel. Je suis évidemment, malheureusement, pas exhaustif. Donc, merci pour l'organisation de cet événement qui pour nous revêt une dimension essentielle, son caractère opérationnel. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Ce travail pour la région s'inscrit dans le plan de croissance de l'économie touristique, le schéma régional que nous partageons et travaillons avec
nos traditionnels partenaires, que sont les départements, les EPCI, tous les acteurs institutionnels du tourisme que je ne vais pas citer pour des raisons évidentes liées à l'importance du tourisme dans la région et à l'importance de traiter la question du tourisme durable de manière assez globale, effectivement. Ça concerne des tas de sujets. Ça peut, évidemment, en grande partie, ça deviendra encore plus important, concerner les transports, la mobilité, les économies d'énergie, la préservation des espaces, qui était quand même une des compétences de la région au travers de la compétence aménagement, avec tout le travail qui est fait avec les parcs naturels régionaux, ce qui explique aussi le partenariat avec le réseau des parcs naturels régionaux, mais le travail que nous faisons également avec les parcs nationaux sur tous ces sujets. La région agit donc sur cet aspect préservation, elle travaille aussi sur les questions d'aménagement. Les questions de tourisme responsable, c'est aussi avoir une contribution, tenter une contribution à un étalement de la fréquentation, à la fois dans le temps, mais aussi dans l'espace. C'est pour ça qu'on aide des territoires à se structurer à des échelles intercommunales pour avoir des offices de tourisme plus forts, capables d'attirer vers eux aussi des flux qu'on aimerait mieux répartis sur le territoire régional. Ça y contribue. Et c'est bien sûr soutenir les entreprises, qui est une compétence renforcée par la loi NOTRe, de soutien aux entreprises. On l'a vu dans la crise avec l'État, la région était très proche des entreprises. Je me dois de rester en réserve dans la période actuelle et de ne pas trop détailler tous ces aspects-là. Ces aides, tout de même, sont par exemple, pour illustrer, on a depuis quelques années un dispositif d'aide à l'hébergement touristique où les professionnels de l'hôtellerie de plein air, certains gîtes collectifs peuvent bénéficier d'une aide de la région sous forme de subvention pour des travaux liés aux aménagements et équipements en matière de développement durable. Et il y a notamment un bonus pour ce type de travaux. C'est également tout un travail qui s'est engagé dans un contrat de filière sur l'écotourisme qui a été développé avec les offices de tourisme, les agences de développement touristique, les parcs et un certain nombre d'acteurs qui a notamment débouché à une valorisation de cette filière. Donc ça aussi, ça compte, la question de la promotion. C'est encourager les territoires également, je le disais tout à l'heure sur la rubrique aménagement, à avoir des territoires forts, mais aussi exemplaires. On incite les offices de tourisme à travailler des filières désaisonnalisantes. On encourage également certaines filières comme le cyclotourisme, le vélo. J'ai vu la présence d'Émilie André de Vaucluse Provence Attractivité qui anime le contrat de filière régional, mais qui regroupe tout le monde. Il y a le contrat de filière écotourisme. Malgré tout, le secteur du tourisme d'affaires, même si sur les clientèles étrangères, en termes de carbonation, c'est quand même effectivement pas évident à traiter cette question-là, mais tout de même, c'est quand même une filière qui, pour les clientèles régionales et nationales, se fait généralement, pas généralement, la quasi-totalité, en dehors des périodes traditionnelles de forte fréquentation. On ne voit pas des congrès, des salons organisés en plein juillet-août, évidemment, parce que les gens sont en vacances. Donc voilà, il y a eu une action, une mobilisation du CRT importante, du Comité régional de tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur, par différentes actions, une expérimentation Waze sur la gestion des flux touristiques, une campagne récente en cours, je crois d'ailleurs, sur la sensibilisation des clientèles touristiques lorsqu'ils vont dans des espaces naturels protégés pour faire attention à cette fréquentation, parce qu'on a quand même eu des zones à certains endroits, des moments très précis, parce qu'il ne faut pas non plus exagérer ces phénomènes-là, même si on peut en avoir vécu individuellement dans la région, chacun d'entre nous. Et puis, donc, un travail dans le cadre de ce contrat de filière dont on vous parlera juste après. Je ne veux pas entrer dans le détail sur les 4 actes de ce contrat de filière. Simplement dire que l'événement que vous organisez aujourd'hui est pour nous important parce qu'on sait que beaucoup de professionnels ont envie d'avancer sur ces sujets-là. D'ailleurs, beaucoup avancent, mais beaucoup ont envie d'avancer concrètement et veulent avoir des solutions au quotidien pour la gestion de leur établissement, depuis les questions d'économie d'énergie, d'intégration paysagère pour l'hôtellerie de plein air, bien sûr de gestion des déchets en cuisine,
etc., etc. Donc aujourd'hui, c'est encourager cet événement, c'est pour nous rentrer dans le cœur d'activité des entreprises et des professionnels pour leur apporter des solutions. Et cette mise en rapport entre vous, qui êtes des pôles d'entreprise qui apportent des solutions régionales, pour éviter aussi que les professionnels aillent chercher des solutions ailleurs que dans la région, c'est pour nous un point important. Et au-delà de cette première étape aujourd'hui en visio, ce qui est quand même pas évident pour découvrir des solutions dans ce domaine-là, on souhaite et on espère que ce aura du succès, qu'on aura l'occasion de se revoir en présentiel. Voilà, j'étais un petit peu long, mais je pense que c'était la demande de globaliser, d'expliquer pourquoi on est présents tous ensemble aujourd'hui. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Laurent. Eh bien, écoute, bravo parce que tu nous as fait gagner le temps d'attente. D'accord, on a 3 minutes d'avance. Maintenant, au fait, notre deuxième intervenante, Laurent l'a presque quasiment introduite, c'est Laure Reynaud. Et Laure, au fait, eh bien, Laure, elle met en application un proverbe que j'aime beaucoup, un proverbe kényan qui dit « Seul, on va vite, ensemble, on va beaucoup plus loin ». Et je crois qu'aujourd'hui, on est là ensemble pour aller beaucoup plus loin, pour amener des solutions, justement, ces solutions éco-responsables. Au sein de nos entreprises, il y a des étapes, il y a un travail et il y a une multitude d'acteurs. Et aujourd'hui, tous ces acteurs sont là, représentés par les entreprises, la région, les territoires, ceux qui ont déjà pratiqué, qui vont aussi vous partager leur retour. Et la région PACA, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est la région de France qui a le plus d'espaces protégés entre parcs nationaux et parcs naturels régionaux. Et donc, c'est vraiment une force au sein de notre territoire. Et ces espaces sont engagés dans la démarche du tourisme durable et de l'écotourisme depuis maintenant quelques années. Et Laure est l'animatrice de ce contrat filière régional d'écotourisme et elle va aujourd'hui nous présenter quelles sont les actions concrètes de ce réseau, comment il fonctionne, qui bénéficie au fait de tout ce travail sur les écosolutions dans les espaces protégés et comment on peut s'inspirer si on n'est pas peut-être dans ces espaces aujourd'hui à travers cette expérience. Laure, je ne te vois pas. Est-ce que tu peux activer ta caméra, ton son, qu'on puisse te voir et t'entendre? Tout est à côté, est-ce que vous m'entendez? Oui, je l'entends. Hein. Voilà. Augmente un peu ton son, Laure, et ce sera parfait. Est-ce que vous me voyez aussi? Oui, on te voit. D'accord. Voilà. En revanche, on ne t'entend pas très fort. Je vais mettre mon oreillette, du coup, ce sera peut-être mieux. Excusez-moi. Là, c'est beaucoup mieux, je trouve. Oui. Est-ce que c'est mieux? Ah oui, beaucoup. Ouais. Super. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, voilà, Laure Reynaud, je suis effectivement l'animatrice du contrat de filière écotourisme en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, voilà, Laurent Greffeuil en a parlé. Effectivement, ce contrat de filière, il permet à l'ensemble des acteurs engagés dans l'écotourisme en région Provence-Alpes-Côte d'Azur de travailler de manière collective pour rendre l'offre écotourisme plus lisible, plus visible, mais aussi pour, voilà, Laurent l'a évoqué, hein, travailler aussi sur la désaisonnalisation de nos activités, développer l'économie tout en préservant l'environnement et stimuler également des projets innovants autour de la gestion des flux et de l'itinérance douce. Donc voilà, je vais vous dérouler assez rapidement et vous illustrer quelques actions que nous menons. Donc voilà, il y a 4 axes stratégiques hein, dans ce contrat. On travaille sur l'accompagnement des entreprises et la qualification de l'offre, la promotion de cette offre évidemment, la gestion des flux et les mobilités douces, et puis le dernier volet que je ne détaillerai pas aujourd'hui, mais l'observation évidemment de tout ce travail et l'évaluation. Voilà. Donc on peut passer à la slide suivante.
Donc, juste pour poser un petit peu le cadre, donc Sabrina l'a rappelé, on a la chance en région Provence-Alpes-Côte d'Azur d'avoir la plus grande concentration d'espaces naturels protégés. 60% du territoire est classé. Donc, il y a 9 parcs naturels régionaux, 4 parcs nationaux et de nombreux autres espaces protégés qui sont rassemblés dans le réseau régional des espaces naturels protégés qu'on appelle le REN entre nous. Voilà. Donc, évidemment, c'est sur cette multitude d'espaces naturels exemplaires, emblématiques et très attractifs que se pose pour nous le périmètre et le cadre de cette offre écotouristique. Et puis, on a souhaité également s'appuyer sur des entreprises qui sont engagées donc, dans des labels, donc les labels Valeurs Parc Naturel Régional et Esprit Parc National, je vais les détailler tout à l'heure, et puis d'autres labels comme l'écolabel européen, la Clé Verte, Hôtel au Naturel, Écogite et Jardin Remarquable. Voilà, donc espace protégé, entreprise engagée, c'est vraiment le socle et le cœur de cette offre de la filière. Donc, on peut passer à la... Voilà. Donc, effectivement, au cœur... du cœur de cette offre, on a les marques parcs, donc Valeurs Parc Naturel Régional. C'est un réseau aujourd'hui de presque 300 entreprises avec de nombreux produits et prestations écotouristiques qui portent cette marque. Et puis pour les parcs nationaux, on est voilà, environ 230 entreprises et puis plus de 500 produits qui sont labellisés. Donc ce sont des marques collectives, ces deux marques, ce sont des marques nationales. Elles s'adressent à une multitude de professionnels, donc des hébergeurs, des accompagnateurs, des sites de découverte, des restaurateurs, des séjours, voilà, tout type d'acteurs, et elles sont surtout à fort ancrage territorial. On vient vérifier dans l'engagement des professionnels qui développent vraiment un tourisme durable pour les territoires. Et ce sont vraiment des professionnels engagés dans ce sens-là. On peut passer à la suite. Donc voilà, juste pour illustrer, je vous ai mis voilà quelques photos qui donnent envie des expériences écotouristiques qui sont déjà existantes et qui font partie de ces réseaux de marques. Donc toutes ces expériences, elles sont évidemment basées sur la rencontre avec des habitants et des acteurs locaux, la qualité, le respect du juste prix pour les professionnels qui travaillent et puis des petits groupes hors des sentiers battus et évidemment porteuses de sens par rapport aux thématiques dont elles parlent. Et puis voilà, on a toute une offre multithématique, de la balade naturaliste à la soirée ciel étoilé, en passant par des visites patrimoniales de villages. On peut aussi faire des ateliers de cuisine, des découvertes ludiques en famille et puis évidemment des sensations sportives, eau vive, escalade, balade à cheval, à vélo, etc. Donc, on a aussi voilà, une offre qui est déjà structurée au niveau de circuits touristiques. Donc, il en existe 45 qui portent la marque Esprit Parc au niveau des parcs nationaux et 18 pour la Valeur Parc. Et là, on travaille évidemment avec tout type d'agences, des agences qui peuvent être plutôt nationales, des agences emblématiques du trekking ou de la découverte naturaliste, des agences réceptives locales et puis également nos offices de tourisme. Donc voilà, avec toute une diversité d'offres de circuits, donc voilà, en lien avec l'itinérance pédestre ou vélo, des séjours éducatifs pour les jeunes, des séjours culture, du sport, de l'immersion dans la nature en week-end, etc., etc. On peut passer à la slide suivante. Voilà, on travaille dans le cadre de ce contrat de filière à la structuration de l'offre de randonnée et d'itinérance parce que c'est une entrée vraiment essentielle pour la découverte de nos espaces naturels protégés. Donc, au fil des années, les différents parcs et espaces protégés se sont dotés d'outils pour favoriser
la randonnée et l'itinérance pour les clientèles. Donc, ce sont des outils numériques qui permettent aux clientèles, aux randonneurs, aux touristes de préparer en amont leur voyage ou bien, quand ils sont sur les territoires, de pouvoir télécharger des applications et de pouvoir découvrir de manière durable, hors des sentiers battus, tout un tas d'itinéraires qui peuvent être à pied, à vélo, à cheval, voilà, toute une diversité. Donc, les 9 parcs naturels régionaux en réseau ont créé il y a quelques années les chemins des parcs. Donc, je vous ai mis les coordonnées. Après, le parc du Mercantour a également son site d'itinérance, Rando Maritime Mercantour. Le parc des Écrins également, Port-Cros de la même manière, et pour le parc des Calanques, il y a une application dédiée. Et puis, au-delà de ces parcs, il y a également le réseau des espaces naturels protégés qui propose une application et un site internet qui s'appelle les chemins de la biodiversité. Là, on est moins sur de l'itinérance et de la randonnée, mais on est sur des offres complémentaires pour faire des expériences sur la biodiversité, des chantiers participatifs, des visites de sites, voilà, qui viennent compléter toute cette offre de randonnée. On peut passer à la slide suivante. Donc, voilà, je ne vois pas la slide qui est passée. Voilà, merci. Merci. Pardon. Donc, un travail important, c'est la qualification de l'offre, parce que pour pouvoir bien la promouvoir et qu'elle soit lisible pour l'ensemble des acteurs de la promotion qui travaillent ensemble sur cette filière, c'est-à-dire Laurent Greffeuil les a cités, mais le CRT, le Comité régional du tourisme et l'ensemble des agences de développement et les offices de tourisme, il faut qu'à la base, l'offre soit qualitative. Donc, on travaille à l'amélioration de la saisie de l'offre dans une base de données régionale qui s'appelle Apidae. Et de la même manière, on travaille aussi à la qualité de l'offre d'itinérance avec notamment la mise en place d'une passerelle. Bon, c'est un petit peu technique, mais c'est important de bien comprendre un peu comment tout cela s'organise en back-office, en fait. Voilà, pour pouvoir avoir des offres qui ressortent dans les différents sites Internet et qui soient qualitatives. Donc ça, c'est vraiment un travail fondamental. Voilà, on accompagne évidemment les professionnels et cette journée en est un bon exemple pour voilà, progresser, monter en compétences sur les thématiques en lien avec l'écotourisme. Donc, en partenariat avec la Fédération régionale des offices de tourisme, nous développons des cycles de formation en webinaire ou en présentiel. Donc, voilà, je ne les détaille pas, mais vous les voyez apparaître. Et évidemment, ce sera détaillé tout à l'heure, mais il y a également le travail qui est mené par les parcs naturels régionaux en partenariat avec le réseau des chambres de commerce et d'industrie pour le déploiement du fonds de tourisme durable. Donc là, on est un petit peu au-delà de la filière, mais ça s'intègre complètement. L'idée, c'est d'accompagner les professionnels du tourisme dans leur transition écologique et de leur permettre de financer des actions pour amorcer cette transition ou la développer. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Voilà, donc la promotion de l'offre. Alors, ouais, voilà, merci. La promotion de l'offre, elle est essentielle, donc elle est pilotée par le Comité régional du tourisme et il y a eu de nombreuses actions menées, donc notamment la réalisation d'un film pour promouvoir la filière écotourisme, un film sensoriel que vous pouvez découvrir sur le site du Comité régional du tourisme. Il y a eu un gros travail aussi de création de contenu écotouristique que vous pouvez lire sur le site écotourisme. Il y a eu un site écotourisme dédié également créé pour faire remonter l'ensemble de cette offre. Et puis d'autres actions, des nouvelles photos produites, des campagnes marketing, des partenariats avec des influenceurs. Et puis, Laurent l'évoquait tout à l'heure en introduction, le déploiement d'une campagne de sensibilisation aussi des visiteurs
pour le respect des espaces naturels protégés, donc avec des messages clés pour sensibiliser les publics. Et puis voilà, on peut passer à la dernière slide. Effectivement, dernières actions, c'est le travail qui est vraiment essentiel sur la gestion des flux. Voilà, il y a de plus en plus de monde qui viennent visiter nos espaces protégés et d'autant plus depuis les déconfinements successifs, un besoin, une envie de nature et de se ressourcer. Donc voilà, il faut gérer au mieux les flux de clientèle, des pics de fréquentation un peu denses à certains moments. Donc il y a de nombreuses actions qui sont menées, tant au niveau du réseau régional des espaces protégés que du CRT avec l'utilisation du GPS Waze et un partenariat national qui a été signé avec Waze pour travailler sur l'optimisation des parkings pour éviter les stationnements sauvages et puis rediriger les flux touristiques vers des sites moins saturés que des lieux qui le sont déjà un petit peu trop. Voilà. Et puis des actions également qui sont menées sur la gestion des flux avec toute une réflexion par la région et le service tourisme pour identifier des solutions et des outils de pilotage et de gestion des flux. Voilà. Donc, voilà un panel. Je vous remercie pour votre attention et je laisse la parole pour la suite. Merci beaucoup, Laure. Alors, pour les personnes qui ont demandé, est-ce qu'il y aura des questions-réponses? Oui, donc à la fin de chaque session, on prendra voilà, un temps de 3-4 minutes pour répondre à quelques questions. Je voulais aussi vous dire que vous pouvez écrire vos questions sur le chat, comme ça on peut aussi les récupérer et puis les partager à la fin. Donc, on va continuer. La vision, donc on a vu le territoire et donc maintenant comment on amène ces éco-solutions, c'est-à-dire comment les entreprises rentrent en action dans ce processus. Eh bien, les éco-solutions, c'est vraiment donc cet élément clé pour aller d'un tourisme généraliste à un tourisme éco-responsable et donc aller vers ce type d'expérience que Laure vient de nous partager à une échelle territoriale. Alors, qui sont ces entreprises? Et donc, on a deux intervenantes, au fait, qui vont vous parler aujourd'hui de ces éco-solutions donc, et de leur mise en application, d'accord, de leur mise en, je dirais, en lumière. Donc, c'est Madame Valérie Elmerini, donc directrice de EA Éco-Entreprise, qui vous a accueilli ce matin. Et puis, Céline Bonin, qui est documentaliste ou webmaster chez Envirobat BDM. Donc, Valérie, Céline. Donc, je vois Valérie, je ne vois pas Céline. C'est à vous, Céline. Oui, oui. Oui, ben, rebonjour à tous. Donc, rapidement, en 5 minutes, je vais essayer donc effectivement d'expliquer en quoi et comment mettre en œuvre la durabilité du tourisme grâce aux éco-entreprises. Alors, en introduction, bien évidemment, on le sait tous, la prise en compte et la prise de conscience de l'environnement et de l'importance de préserver cet environnement, elle est présente de plus en plus chez tous les citoyens, chez tous les habitants et surtout, évidemment, bien évidemment, surtout les touristes qui aujourd'hui connaissent, entendent parler de plus en plus des problématiques de surfréquentation avec les impacts que ça engendre en matière de gestion des ressources, en matière de réchauffement climatique et en matière de gestion des déchets ou de pollution, puisque aujourd'hui, pollution plastique, tout le monde en parle de plus en plus. Donc, c'est effectivement des éléments qui sont très prégnants et qui, du coup, amènent de plus en plus les touristes à une recherche vers un tourisme qui soit en phase avec cette prise en compte environnementale et avec une recherche, Laure en a parlé tout à l'heure, d'offres écotouristiques de qualité, donc qui
qui peuvent, comme c'est indiqué sur cette slide, revêtir différents aspects. Hein. Ce peut être des logements, on va dire bas carbone, hein, qui sont de plus en plus à la mode aujourd'hui. Pardon, si on peut revenir sur la première, donc ce peut être également donc des aspects de biodiversité, donc bien évidemment en région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous avons de quoi faire, donc c'est une qualité très importante chez nous qu'il faut préserver, ou des approches de gestion de déchets un petit peu différentes qui ont aussi un certain intérêt pour certains touristes et donc qui peuvent valoriser les opérateurs touristiques qui proposeraient comme ça des solutions alternatives. Donc bien évidemment, alors pour cela, on a la chance d'avoir, slide suivante s'il vous plaît, donc ces acteurs qui sont ces faiseurs que sont les éco-entreprises, qui je le rappelle sont des entreprises qui offrent vous avez la définition sur cette slide, qui offrent des solutions ou des produits ou des services qui visent explicitement à prévenir, réduire ou mesurer les atteintes des activités sur l'environnement. Donc cela regroupe évidemment quantité de filières très diverses, quantité de métiers qui aujourd'hui sont à disposition pour justement proposer des solutions, je dirais, alternatives pour une meilleure prise en compte de l'environnement. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, nous avons aujourd'hui, on l'a dit, la chance d'avoir un écosystème particulièrement favorable en région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous avons la qualité des espaces naturels, nous avons une offre touristique exceptionnelle également de qualité, et nous avons aussi vous le voyez, hein, à peu près 15 000 éco-entreprises, donc un nombre de TPE, PME en grande majorité qui sont très présents et qui aujourd'hui peuvent apporter ces solutions. Donc il faut en profiter, il faut les solliciter, il faut travailler avec eux en proximité. Et c'est pour cela qu'existent des réseaux comme EA Éco-Entreprises, mais également comme Cap Énergie ou Envirobat BDM, qui sont là pour faire le lien entre les professionnels du tourisme et ces éco-entreprises, donc qui sont là pour faire des diagnostics des besoins et pour travailler de manière à ce que les solutions correspondent bien évidemment aux besoins. Donc ça passe évidemment par ce qu'on appelle le réseau, ça passe par une valorisation, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, des compétences qui existent, et ça passe par un accompagnement pour faciliter justement la mise en place de ces solutions, soit au niveau de financement qu'on peut aller rechercher, soit au niveau technique pour peut-être adapter des solutions à la demande du professionnel du tourisme. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, en résumé, et vous voyez, j'essaye de respecter mon timing. En résumé, donc, nos actions visent à favoriser ces mises en relation avec, à la clé, nous l'espérons, l'amélioration de l'offre touristique et bien évidemment, puisque c'est le bien fondé de nos structures, hein, que ce soit des pôles ou des clusters, c'est faire en sorte que cette transition écologique dont tout le monde parle, grâce aux éco-entreprises qui en sont des acteurs indispensables, puissent véritablement se mettre en œuvre de manière, je dirais, de plus en plus importante et qu'effectivement, on ait le maximum en l'occurrence, de professionnels du tourisme qui est à disposition le plus large panel possible de solutions pour arriver à être efficient dans le domaine de l'environnement. Voilà. Super, merci beaucoup Valérie. Alors maintenant, Céline, et puis après on prendra quelques questions. Céline? Merci, oui Valérie. Donc je prends le relais où Envirobat BDM est également porteur, non pas de solutions, mais d'accompagnement plutôt pour les maîtres d'ouvrage qui souhaiteraient développer des projets de construction ou de réhabilitation durable.
Donc voilà, EnviroPath BDM, c'est donc une association qui œuvre pour la généralisation du développement durable dans l'acte de construire, de réhabiliter et d'aménager dans la région PACA. Et elle a notamment, il y a un centre de formation, un centre de ressources, et notamment, elle a créé les démarches bâtiments durables méditerranéens et quartiers durables méditerranéens, qui est une démarche basée sur le SPG. Chaque porteur de projet, chaque maître d'ouvrage qui souhaite s'engager dans un développement durable est accompagné de la conception jusqu'à l'usage, donc 2 ans après la livraison du chantier. Et les projets, après, se voient attribuer des médailles en fonction de plusieurs référentiels. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît? Merci. Du coup, ce qu'on attend là actuellement, donc la démarche a plus d'une dizaine d'années, on est en train, il y a eu plusieurs versions, on arrive à la version 4, dans laquelle sera intégrée la typologie tourisme. Pour l'instant, on a déjà eu quelques projets en tourisme, mais il n'y avait pas de typologie affiliée à ce secteur-là. Donc maintenant, dans le référentiel tourisme qui est donc en cours de construction, seront pris en compte aussi des éléments pour les équipements liés au tourisme, donc les restaurants, salles de séminaire, buanderies, vestiaires, tout ça. Et ce qu'on attend des projets qui s'engagent en démarche BDM, et là où on les accompagne pour pouvoir mettre en place toutes ces attentes, c'est l'utilisation de matériaux biosourcés, c'est de veiller à la consommation d'énergie, si possible l'énergie renouvelable, c'est une préservation de la biodiversité. Il y a aussi un volet social où on va prendre compte de l'intérêt local et peut-être faire travailler des gens localement ou ce genre de choses, ou alors surtout l'intérêt social intergénérationnel, qu'on appliquera moins dans le tourisme. Une implication des usagers. Donc là, dans le tourisme, on va peut-être impliquer les usagers dans l'utilisation de leur résidence temporaire, on va dire. Une consommation d'eau contrôlée. Donc, et j'en passe. Hein. Il y a une liste de critères assez longue. Ce référentiel tourisme, pour l'instant, il y a un projet pilote qui est passé en phase conception en mai 2021, qui est l'hôtel de luxe de 5 étoiles sur l'île sur la Sorgue. J'ai pas la médaille, parce que pour l'instant, le truc est toujours en attente. Et il y a également un groupe de travail qui va être constitué pour préparer ce référentiel tourisme. Il est normalement réservé aux adhérents et aux accompagnateurs des projets BDM et QDM, mais on va l'ouvrir à certains maîtres d'ouvrage qui souhaiteraient s'impliquer justement dans une démarche durable pour leurs équipements touristiques. Donc, du coup, je vais même vous mettre le lien dans le chat, comme ça, vous l'aurez. Si vous souhaitez y contribuer pour pouvoir participer, voilà, pour pouvoir participer à la mise en place de cet outil pour un tourisme plus durable, effectivement, dans la région PACA. Voilà, je pense avoir tenu mon temps. Absolument, Céline. Merci beaucoup. Alors, on va prendre peut-être une ou deux questions avant de passer à la deuxième session de cette plénière, donc, où là, on va aborder la question des financements. Donc, je vois qu'il y a une question sur les financements, on n'y répondra pas là tout de suite. Mais je crois qu'il y avait une question pour toi, Laure. Tu as parlé de formation. Et donc, il y a une personne qui demandait comment bénéficier des formations qui sont mises en place par le réseau de la filière écotourisme. Est-ce que ces formations s'adressent finalement à tout le monde ou est-ce qu'il faut être dans un espace protégé? Comment ça se passe? Alors, ça dépend, mais celles qui sont indiquées là sur la slide que je vous ai présentée sont mises en œuvre avec la Fédération régionale des offices de tourisme. Donc, elles sont a priori disponibles pour l'ensemble des acteurs. Si vous voulez, dans le compte rendu global, je vous mettrai les liens spécifiques pour vous y inscrire. Hein. Ou alors, si la personne intéressée veut me transmettre ses coordonnées, je lui enverrai les détails. Voilà, mais voilà. Ok, alors il y a d'autres questions, mais elles sont plus en lien avec la partie de financement. Et donc, je propose que l'on passe à la session suivante, d'accord? Donc là, maintenant, on va parler de financement, donc de comment aujourd'hui l'État accompagne cette relance économique de l'activité du tourisme. Donc, on sait que c'est vraiment un secteur qui est aujourd'hui
très touchés par ce qui se passe. Alors, c'est vrai que quand on vit une crise, même si c'est difficile, on vit aussi une opportunité de changer, de faire différemment, de transformer les choses. Et au cœur de ce processus, c'est sûr que c'est les hommes et les femmes qui le vivent qui vont le faire. Je crois qu'aujourd'hui, à travers cet atelier qui peut être le premier de tout un panel d'ateliers qui pourront se poursuivre sur cette question, c'est comment aujourd'hui on apprend aussi à travailler ensemble, et ce n'est pas simple, et comment cet accompagnement et ces financements peuvent se mettre en place. Alors, on a 3 intervenants maintenant qui vont aborder cette question du financement. On a d'abord Madame Aline Fraisier, donc, qui est chargée de mission transition écologique justement des TPE et PME. En lien avec le Fonds Tourisme Durable de l'ADEME. Et Aline, elle va justement vous présenter en quoi consiste ce Fonds de tourisme durable et quels sont les dispositifs et comment on peut en bénéficier. Alors Aline, c'est à vous. Oui, bonjour à tous. Bonjour Aline. Merci. Donc, en effet, moi, je voulais vous présenter quelques actions de l'ADEME, notamment le Fonds Tourisme Durable, qui est en effet opéré en Provence-Alpes-Côte d'Azur par nos 2 partenaires régionaux, que sont donc les parcs naturels régionaux et également donc les chambres de commerce et d'industrie. On peut dérouler. Donc, l'ADEME, pour vous expliquer, nous sommes donc bien un établissement public sous la tutelle des ministères. Et on a été renommé agence de la transition écologique dans le sens où en fait on va conseiller et financer les projets qui permettent d'amorcer des transitions, qu'elles soient technologiques ou comportementales, et qui permettent donc de s'engager dans la lutte contre le réchauffement climatique et la dégradation des ressources. On peut passer. Dans ce cadre-là, on est donc un des opérateurs du plan France Relance qui a été annoncé par le gouvernement en septembre dernier. Et en fait, ce qui est intéressant, je ne vais pas tout vous détailler, mais il est intéressant en fait de connaître les actions, les thématiques prioritaires de l'ADEME dans ces dispositifs d'accompagnement, notamment de financement. Donc, on a effectivement une enveloppe dédiée aux PME, dont le dispositif Tremplin, dont je vais parler assez rapidement. On a une enveloppe dédiée de 50 millions au Fonds de tourisme durable. Mais en fait, c'est intéressant de connaître les autres thématiques, notamment le Fonds économie circulaire et déchets, potentiellement les PAC éco-conception qui soutiennent à la fois les études et les investissements de différents secteurs, mais avec des aides qui sont renforcées pour tout ce qui est solutions numériques ou porteurs de projets dans le secteur de l'alimentation. Donc, ça peut être en lien avec le secteur du tourisme. Et enfin, les autres thématiques, je pense qu'elles sont plus éloignées pour le coup de notre sujet aujourd'hui. Donc, on peut continuer. Je ne sais pas si ça défile, moi je ne le vois pas, mais c'est peut-être juste ma connexion. Ok. Oui, parfait. Donc les aides de l'ADEME. Dans tous les cas, vous retrouvez donc toutes les aides sur la plateforme Agir, agirpourlatransition.ademe.fr, que ce soit du plan de relance ou des dispositifs classiques. Et donc voilà, les 3 que je voulais vous présenter, c'est le Fonds Tourisme Durable. Pour celui-ci, donc nos partenaires, le réseau des CCI et le réseau des parcs naturels régionaux, ont développé un portail guichet, disons, régional, sur lesquels, en tant que professionnel, vous pouvez donc remplir un formulaire d'éligibilité pour voir, donc, suivant votre code NAF et votre commune, si vous êtes éligible au fonds. Et ça permettra donc à nos 2 partenaires de vous identifier et de vous contacter pour pouvoir bénéficier de ce fonds. Et sinon, je vais également vous mentionner Tremplin qui, celui-là, est disponible pour toutes les PME, quelle que soit votre commune, pour le coup, et également l'appel à projet Slow Tourisme. On peut continuer. Donc, le Fonds Tourisme Durable, il se déploie sur 2021 et 2022 grâce à nos partenaires. On a donc bien 50 millions au niveau national qui est dédié au Fonds de tourisme durable. En fait, il faut savoir que l'ADEME, depuis 2019, je dirais, il y a un renforcement du positionnement de l'ADEME, en tout cas de l'implication de l'ADEME sur le tourisme durable. Et voilà, il y a eu diverses actions plutôt menées en termes de conseils des politiques publiques. Là, avec le Fonds de tourisme durable, on essaie vraiment à la fois de s'intégrer et de renforcer des écosystèmes tourisme durable dans les régions et notamment du coup de permettre des financements directs aux entreprises.
Et donc, comment ça se passe pour les porteurs de projets? On peut passer… Oui, parfait. Alors, ceux qui sont éligibles, il faut donc être bien une PME. Ensuite, on va regarder suivant les codes NAF, donc c'est dédié aux restaurateurs et aux hébergeurs touristiques. Et il faut donc être situé en zone rurale et peu dense. En fait, ça, c'est une liste qui a été établie suivant les définitions de l'INSEE. Il faut savoir que ça représente quand même 45% de la population française. Et en PACA, on a de nombreux territoires qui sont éligibles à ce fonds. Et on demande donc à être accompagné par le partenaire, par un des 2 partenaires régionaux. L'idée pour le professionnel, en fait, c'est que ce partenaire, qui est donc expert local du tourisme durable, va vous accompagner dans un diagnostic personnalisé afin d'établir un plan d'action qui permet de mettre en œuvre et surtout de manière priorisée des actions de transition. Ce partenaire va également vous accompagner dans le dépôt du dossier de demande d'aide à l'ADEME. Et l'aide financière de l'ADEME va donc s'élever entre 5 000 et 200 000 euros sous forme de subvention, suivant des actions éligibles. On va y revenir ensuite. L'intérêt également, c'est qu'il y a une avance de 30% à la signature de la notification d'aide. Ça, c'est assez spécifique au plan de relance. C'est vraiment pour pouvoir justement ne pas forcément avoir toute la trésorerie pour permettre les investissements. L'idée de l'avance de 30%, c'est pouvoir accélérer ça. Et enfin, l'idée du fonds tourisme durable, c'est donc bien que le professionnel puisse partager des bonnes pratiques avec d'autres, s'ouvrir sur l'écosystème régional du tourisme durable et donc s'engager dans une démarche d'amélioration continue. On peut continuer. Les actions éligibles, je vous laisserai les parcourir, mais en fait, il faut savoir que il y a vraiment une liste d'actions dans lesquelles il faut rentrer. Il y a des actions qui ont été vraiment ciblées cœur de métier, donc restaurateur et ou hébergement. Donc, ça peut concerner soit justement une prestation d'accompagnement sur comment établir un modèle d'affaires durable, faire évoluer ses approvisionnements et ses menus pour les restaurants, lutter contre le gaspillage alimentaire. Ensuite, on peut vous accompagner, que ce soit de manière, des prestations immatérielles ou justement des supports matériels qui mettent en avant votre engagement durable. Donc, c'est plutôt une partie communication. Et ensuite, on peut financer, par exemple, des équipements d'économie d'eau, d'économie d'énergie, de confort d'été, qui est assez intéressant chez nous. Et sur une partie un peu plus générique des aides, on peut avoir par exemple réfection des vitrines ou des armoires frigorifiques, acquisition de vélos cargo, acquisition de composteurs, de compacteurs, et également il y a l'accompagnement à la mise en œuvre à la certification de l'écolabel européen. Voilà pour les actions. Il faudra regarder la liste en détail. Donc, comment bénéficier du fonds? Je vous remets donc bien le lien vers le portail qui permet d'être identifié par les 2 partenaires, le réseau des CCI et le réseau des PNR. Ils vous recontacteront pour faire ce diagnostic et entamer la demande d'aide. Ensuite, je voulais vous parler très rapidement de Tremplin. Voilà, Tremplin, pour le coup, c'est un dispositif qui est ouvert à toutes les PME, donc y compris le secteur du tourisme, mais c'est-à-dire que si vous êtes en dehors des communes éligibles pour le fonds tourisme durable, vous pouvez quand même vous tourner vers Tremplin pour notamment des études. Par exemple, si vous souhaitez faire un bilan carbone de vos activités, l'aide forfaitaire associée au bilan carbone, elle est de 5 000 euros maximum. On aide également de la même manière à la mise en œuvre et la certification de l'écolabel européen. Donc pour les hébergements touristiques, ça peut être intéressant. On a encore des aides sur économie circulaire et gestion des déchets, que ce soit des diagnostics ou des investissements, des petits équipements. Voilà, et donc l'idée, c'était vraiment d'avoir un dossier simplifié, en ligne. On a 3 documents à joindre et voilà, c'était vraiment Tremplin, c'est un peu notre guichet, coup de pouce pour s'engager dans la transition et qui est disponible donc à toutes les PME. Il faut bien être PME. On peut passer ça. Ensuite, l'appel à projet Slow Tourisme. Alors, il faut bien comprendre que ce n'est pas opéré, là, pour le coup, par les CCI et les parcs naturels régionaux. C'est bien un appel à projet ADEME et DGE, donc au niveau national, Direction Générale des Entreprises. Et c'est un appel à projet. Donc là, il faut, pour le coup, monter son dossier. La prochaine vague est à l'automne. Je crois qu'il n'y avait pas encore les dates de clôture exactes. Il faut donc monter son dossier avec un volet financier, un volet technique. Il faut demander à des opérateurs du tourisme locaux d'apprécier, d'évaluer votre dossier. Et donc, l'idée, c'est de soutenir en fait le développement d'une offre de slow tourisme. Et le slow tourisme, voilà, il est défini en fait avec 4 piliers principaux que sont le fait d'avoir la notion expérientielle du touriste.
Il y a tout ce qui est gestion du temps, temps long, temps de qualité, promouvoir les mobilités alternatives, mobilités douces, et enfin, il y a tout ce qui est protection et valorisation des patrimoines à la fois naturels et culturels. Donc, je vous invite à consulter pour le coup notre page Agir dédiée à cet appel à projet si vous avez donc le développement d'un projet de slow tourisme. Et enfin, dernier mot que je voulais vous passer, n'oubliez pas que l'ADEME a une librairie en ligne sur laquelle vous pouvez télécharger pas mal d'informations. Notamment, moi, je voulais vous mettre en avant le fait qu'il y a le bilan des émissions de gaz à effet de serre, de l'ensemble du secteur du tourisme en France qui est sorti récemment. C'est une étude qui est assez novatrice dans le sens où elle prend vraiment l'ensemble de la chaîne de valeur du tourisme. Voilà, ils établissent donc les émissions de gaz à effet de serre, mais également donc des pistes d'action, que ce soit donc pour les institutionnels, mais également pour les porteurs de projets. Donc, c'est toujours intéressant de connaître vraiment les impacts et leurs raisons. Il y a une infographie liée à ça et également un communiqué de presse. L'ADEME MAG du mois de juin concerne le tourisme durable. Donc, il y a quelques articles à la fois sur des hébergements et des restaurants. Et on a également un guide pratique à destination des hébergeurs qui est sorti au printemps. Et il est sous forme de fiche action pour couvrir de la même manière différents volets de la transition, savoir comment s'engager avec voilà, quelques bonnes pratiques. On aura également un guide à destination des restaurateurs qui va sortir cet été. Voilà, en tout cas, dans tous les cas, je vous invite également à consulter les études et les ressources de l'ADEME. Ça peut également vous aider à certaines décisions. Voilà pour moi, je rends la parole. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Aline. Alors, je vais passer la parole donc à Christine, parce que là, on commence à prendre du retard sur notre session. Et on va le rattraper. On va le rattraper, Christine. Donc, Christine, tu es chargée de mission service attractivité tourisme chez la région donc Provence-Alpes-Côte d'Azur, et tu vas donc, je dirais, aller un peu dans un autre niveau qui est d'expliquer comment fonctionnent les aides régionales à la rénovation des hébergements touristiques, d'autant qu'il y a deux questions eh bien, un peu sur comment ça fonctionne, comment on en bénéficie. Donc, c'est à toi, Christine. Bonjour. Donc, en fait, c'est très simple. Les aides à la modernisation des hébergements touristiques concernent, donc, de la région, concernent les TPE et PME et pas les particuliers. Ça peut être aussi des sociétés, sous forme de sociétés civiles immobilières, d'associations, de coopératives. Ces aides concernent, au niveau des établissements, l'hôtellerie traditionnelle et les hôtels franchisés, mais pas les hôtelleries de chaîne, l'hôtellerie de plein air, les gîtes de groupe, pas les chambres d'hôtes ni les gîtes ruraux, et les villages de vacances et les auberges de jeunesse. Donc, c'est sous forme de subvention avec un montant maximum de 100 000 € et un plancher de 15 000 € qui est réduit à 7 000 € pour les équipements liés au vélotourisme. Et ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que tous les travaux sont éligibles, tous les travaux de grosses œuvres, de seconde œuvre, de matériel non mobile sont éligibles, avec un taux de 30%, sauf un taux de 50%, et c'est là ce qui nous intéresse, pour des montées en gamme au niveau environnemental, ou pour l'obtention d'un label qualité tourisme, tourisme et handicap, et d'un label environnemental, comme je crois qu'on a cité tout à l'heure, Clé verte, Écolabel, Green Globe, ou les labels attribués par les parcs. Donc, en fait, subvention 150 000 €, avec un taux qui peut aller jusqu'à 50% lorsque ça concerne l'environnement. Alors, quelques exemples sur qu'est-ce qu'on entend par environnement. Pour un camping, ça peut être une piscine naturelle à filtration par les plantes. Ça peut être pour des établissements de montagne, mais aussi finalement pour lutter contre la chaleur, tout ce qui a trait à l'isolation des fenêtres, de la toiture, l'isolation extérieure, les pompes à chaleur. Pour les salles de bain, tout ce qui est économiseur d'eau, etc., etc. Voilà, pour vous indiquer alors vous avez un lien sur la plateforme que nous utilisons aujourd'hui.
Sachez qu'il y a également sur le site de la région, et vous avez le lien, quelque chose qui est intéressant, qui est le parcours entreprise touristique, où vous avez accès à toutes les aides mobilisables pour des entreprises touristiques. Après, le fonctionnement, il est classique. Entretien avec une chargée de mission, c'est Fabienne Lemaire dans notre équipe qui s'en occupe. Dépôt dématérialisé du dossier sur le site de la région et ensuite, ça passe en commission permanente. Avec un délai de validité de 5 ans pour réaliser les investissements. Voilà. 4 minutes, j'ai rattrapé le temps. Merci beaucoup, Christine. Alors, à propos de certaines questions, parce qu'il y a des questions qui sont assez détaillées, vous savez que vous pouvez aussi prendre rendez-vous. Cet atelier dure jusqu'au 30 juin. Donc, tout à l'heure, Christina vous réexpliquera comment vous pouvez prendre des rendez-vous en B2B, notamment pour les personnes qui veulent avoir vraiment des détails sur les financements, le processus, qui, comment, quel type, etc. C'est tout l'intérêt. Donc, vous pouvez avoir un moment privilégié avec chacun des intervenants qui sont là aujourd'hui. Et donc, maintenant, notre dernier intervenant sur la session financement est Enrico Mazon, chef de projet Europe et international chez Cap Énergie. Donc PCN Climat Énergie, donc il va un peu nous expliquer tout ça et il va nous parler justement des accompagnements et financements proposés dans le cadre du projet Green in Med. Donc Enrico, est-ce que vous êtes là? Est-ce que... Oui, je suis là. Vous m'entendez? On vous entend et on Très vous bien. voit, donc c'est à vous. Merci Madame Benmecheri pour la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je représente le pôle de compétitivité Cap Énergie. Le pôle de compétitivité Cap Énergie, Cap Énergie est le pôle de compétitivité pour la transition énergétique de la région sud. Nous couvrons toute la filière de l'énergie, de la production décarbonée jusqu'aux usages, en passant par le stockage de l'énergie, les réseaux et les systèmes énergétiques. Cap Énergie peut compter sur un réseau de plus de 500 membres répartis sur 4 territoires, dont la région sud. Et notre mission principale est d'aider l'émergence des projets innovants. En d'autres mots, nous aidons les porteurs de projets à transformer leur idée en solutions, produits, services commercialisables, en les aidant à accéder aux bons partenaires et aux bons financements. Cela dit, alors, une fois atteint la phase de commercialisation, nous aidons aussi ces porteurs de projets à se développer sur les marchés nationaux ou sur les marchés internationaux. Donc, on peut passer aux slides sur le projet Green in Med. Voilà, donc depuis 2 ans, Cap Énergie fait partie du projet européen Green Med, un projet qui est financé par les programmes de collaboration transfrontalière en Méditerranée du programme de l'instrument européen de voisinage. Et ce projet a l'objectif d'accélérer l'adoption des solutions éco-innovantes en matière de gestion de l'énergie et de l'eau pour les hébergements touristiques en Méditerranée. Les bénéficiaires sont 2. D'un côté, les hébergements, pardon, vous pouvez revenir en arrière, s'il vous plaît. D'un côté, les hébergements touristiques de petite et moyenne taille, tels que les hôtels, les campings et les resorts basés en région sud. Et de l'autre côté, les PME et les startups proposant des solutions innovantes capables de générer des économies d'énergie et d'eau pour ces hébergements touristiques. Donc, dans notre petit, nous essayons d'apporter notre contribution à la relance du secteur touristique de la région sud. Slide suivant. Actuellement, nous sommes en train de mettre en œuvre des chèques innovation. Le chèque innovation propose aux hébergements touristiques de taille petite et moyenne des services de conseil en vue de favoriser l'adoption des solutions innovantes de leur part. Donc, pour tous les hôtels ou les hébergements touristiques plus en général qui souhaitent
réduire leur coût d'exploitation et donc augmenter leur compétitivité, je vous conseille de déposer votre candidature, car la deadline n'est pas, la deadline a été prolongée jusqu'au 30 juin 2021. Donc, ici, vous pouvez aussi retrouver les liens pour accéder à toutes les informations relatives à ces calls et aussi voilà, aux documents, aux templates à remplir pour participer à cet appel à manifestation d'intérêt. Les chèques innovation, si vous voulez venir en arrière, s'il vous plaît. Les chèques innovation, en général, plus précisément, propose un maximum de 4 jours hommes de services de conseil proposés par les équipes de KPNRJ et ou des partenaires externes, tels qu'AGI Consulting ou Gaia. Et les activités proposées peuvent aller de, par exemple, l'analyse du potentiel d'économie d'eau et d'énergie, disons, réalisée par l'adoption de solutions innovantes, jusqu'à définir le cadre de mise en œuvre du projet, en passant par l'étude de faisabilité et l'identification de la solution innovante plus adaptée pour les besoins de l'hôtel ou de l'hébergement touristique plus en général. Slide suivant. À partir de cet automne, nous allons aussi lancer un appel à projet pour octroyer des subventions qui peuvent aller jusqu'à 50 000 € et avec un cofinancement de 10% de la part du porteur des projets. Et l'objectif de cet appel à projet est cette fois de financer l'adoption par les hébergements touristiques des solutions innovantes pour la maîtrise des consommations d'eau et d'énergie. Dernier slide. GreenMed, c'est aussi un guichet d'innovation transfrontalier où vous pouvez trouver, par exemple, un catalogue des solutions actuellement commercialisées pour l'industrie du tourisme, des solutions pour maîtriser les consommations d'eau et d'énergie. Et aussi, prochainement, donc à partir de cet automne, nous allons lancer des cours de formation à destination des startups qui souhaitent lever des fonds, mais aussi des entreprises, des PME, qui s'apprêtent à rentrer dans une phase d'expansion et qui souhaitent donc mieux maîtriser cette phase spécifique du développement de l'entreprise. Voilà, donc ça c'était les derniers slides et je reste à votre disposition si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les projets GreenMed et sur les activités en cours. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Enrico. Donc, comme je dis, donc, sachez que vous pouvez en effet poser vos questions. Alors, dans le cadre de la plateforme B2Match, on vous mettra les liens. Je vais prendre juste une question que je vois là. Après, voilà. Alors, c'est qui pose cette question? Christophe. Est-ce que les achats d'équipements, notamment mobilier en plastique recyclé, peuvent être éligibles à l'aide à la modernisation? Qui peut répondre à cette question? Alors, ça peut être ou Ali ou… Il me semble, enfin, je ne sais pas le fond de l'ADEME, mais il me semble que Christine Garotta a répondu. Le matériel non mobile est éligible, donc pas le mobilier. Oui, exactement. Oui, j'ai répondu dans le chat. Ok, d'accord, très bien. Alors, il y a Salène qui lève la main. Est-ce que vous avez une question? On peut prendre encore une question et on va passer à la session suivante. Non? Oui? Alors, activez votre… Sabrina, il y avait aussi M. Caladoucian, si je prononce bien, qui avait pas mal de questions sur les financements. Peut-être qu'il peut prendre la parole et Olivier, poser directement. Ce sera plus simple, en effet. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Alors, on vous entend. Il suffit d'activer aussi votre caméra pour qu'on puisse vous voir. Oui, je veux bien. C'était pour limiter le flux, mais il n'y a pas de souci. Vous me voyez? Bon, alors j'avais des questions évidemment qui concernaient plusieurs sujets, mais sur le financement, en fait, je ne sais pas si ça peut
être répondu ici. On a le Fonds Tourisme Côte d'Azur qui s'est mis en place l'année dernière sur la région. Ce Fonds Tourisme Côte d'Azur, aujourd'hui, n'intervient pas sur les entreprises novatrices, c'est tout le fond du sujet, alors que le Fonds Tourisme Occitanie, lui, intervient sur les entreprises novatrices. Donc, je voulais savoir pourquoi. Est-ce que la région avait peut-être une réponse à ça? Ensuite, il y a une question sur le financement du Fonds Tourisme Durable de l'ADEME, qu'on félicite ici, mais qui n'intervient pas sur les communes de plus de 20 000 habitants. Pourquoi? Ça exclut énormément de communes de notre région, de fait. Et ensuite, on voit aujourd'hui qu'il y a pas mal de financements de disponibles dans le cadre du plan Relance Tourisme ou de France Relance, et c'est très bien. Simplement, ce financement est difficilement fléché pour toujours ces entreprises novatrices qui aujourd'hui tendent à proposer un tourisme durable exigeant et de qualité sur ce qu'on appelle des greenfields. Donc, ça veut dire des terrains vierges ou des sites en réhabilitation. Et des sites en réhabilitation à l'abandon, il y en a malheureusement beaucoup dans notre région. Et là aussi, on voudrait savoir s'il existe une formule pour aider à cette réhabilitation de sites, et notamment via le plan ADEME démolition-dépollution. Concernant le fonds Côte d'Azur, M. Calouzien, je suis absolument désolé, mais je ne le connais pas. D'accord. Comme les départements normalement ne peuvent pas attribuer d'aide aux entreprises, je suis même un petit peu étonné, mais peut-être qu'ils le font par l'intermédiaire de leur agence de développement économique. Enfin, je suis désolé, je n'ai pas l'info pour vous répondre sur la Côte d'Azur. Sur la question, alors, sur la question que vous avez, j'étais un peu embêté, je n'ai pas répondu parce que je n'ai pas non plus de réponse. Il y a une dimension foncière dans la démarche que vous évoquez, et c'est vrai que sur les Alpes-Maritimes en particulier, je crois savoir que effectivement, sur le foncier, il y a quand même très peu de marge de manœuvre, ce qui fait qu'il y a effectivement des tensions très fortes. Et je comprends qu'il y a un besoin de particulier de l'État pour faire des choses, et que s'agissant je crois que c'est votre terme, de friche, vous avez raison, il y a matière à travailler sur ces sujets-là. Avec Atout France, parce que vous parliez d'ingénierie dans votre question, hein, on s'éloigne un peu, mais malgré tout, j'essaye de vous répondre. Dans le cadre d'un partenariat avec Atout France, il y a le France Tourisme Ingénierie, où on essaye d'accompagner la faisabilité de projets touristiques, qu'ils soient durables ou pas d'ailleurs. Hein. Là, ça va. Là, je vais rentrer moi au webinaire dans quelques minutes. Il y a quelqu'un qui a son micro. Ah, une présentation en ligne, un webinaire, là, c'est vous, Monsieur Calouzien? Non, pas du tout. Ah non, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que tu... Un peu désagréable. Si quelqu'un arrive à intervenir sur le nom de cette personne. Bon, je vais quand même essayer. Il a activé son micro et qui parle, donc voilà. Bon, donc sur en termes d'ingénierie, dès lors qu'il y a un porteur de projet qui est identifié, un projet de réhabilitation avec une vocation économique et à vocation touristique, bien sûr, on peut intervenir avec Atout France sur de l'ingénierie, sur projet. Donc là, le contact dans l'équipe, Christine Garotta pourra faire le lien, c'est Fabienne Lemaire, qui suit d'ailleurs aussi les aides aux hébergements. Voilà. Quant à la commune rurale, je laisserai répondre Aline Fressier. Mais je voudrais signaler, d'ici quelques jours, je vous encourage à regarder le site que je vous ai envoyé, qui est le portail des entreprises, sur lequel on a fait un parcours dédié aux professionnels du tourisme. Mais vous y trouverez aussi sur le portail, d'ici vraiment quelques jours, la présentation d'un nouveau dispositif d'accompagnement à la transition écologique. C'est nos collègues du service économie circulaire qui travaillent sur ce dossier, qui vise à aider des premiers pas dans ce domaine pour les entreprises, toutes les entreprises. Ce n'est pas ciblé sur le tourisme et qui sera peut-être un élément de réponse, au moins pour la partie ingénierie. Voilà. Merci, M. Greffeuil. Juste pour conclure sur ce que vous dites, d'abord, j'aimerais effectivement savoir, avoir la réponse de l'ADEME puisqu'elle est présente. Et vous parliez de transition des entreprises, mais justement, il y a une transition à faire pour les entreprises existantes, c'est certain, mais elle sera longue et très coûteuse. Mais il y a aussi les entreprises novatrices from scratch qu'il faut pousser parce qu'elles partent d'une page blanche
et sont beaucoup plus à même de faire directement du tourisme durable en pensant les choses en amont que celles qu'il va falloir transformer. Alors, sur ça en particulier, je ne connais pas ce terme from scratch, mais je veux bien qu'on ait un échange pour ne pas être trop long pendant la réunion. Oui, pardon. Mais on a également, mais il n'y a pas de souci, monsieur, on a également un fonds qui s'appelle le fonds FIRST sur l'innovation, qui travaille beaucoup sur les questions de numérique, parce qu'en fait, on nous propose beaucoup de dossiers dits d'innovation dans ce champ-là. Donc, si effectivement, on est sur des approches innovantes en matière de services ou de produits dédiés à ce secteur, écoutez, moi, on peut rester que très ouvert par rapport à ces démarches, et c'est un dispositif qui aide dans la logique un peu d'incubation ou parfois d'accélération. Vous voyez, c'est la phase un petit peu amont. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'en dehors de la réunion, on se recontacte ou avec Christine Garotta et Fabienne Lemaire pour évoquer ce point particulier. Très bien, merci Monsieur Caffaille. Je vous en prie. Merci Olivier, merci Laurent. Je pense que peut-être qu'on reviendra à la fin à certaines questions, mais voilà, là on a vraiment un timing et on est en train un peu de l'exploser. On va revenir à la dernière partie de cette session de plénière, qui sont donc les deux témoignages de deux professionnels qui, chacun à sa manière, s'est vraiment engagé dans l'éco-responsabilité, dans des choix vers ce tourisme durable en lien avec la nature. Donc, alors j'espère qu'ils sont là tous les deux. Donc, la première personne qui va nous partager son expérience, c'est Monsieur André Berger. Alors, ces deux personnes font partie du réseau des espaces protégés, engagés dans toute cette démarche écotouristique. André est le co-gérant de l'hôtel Charambeau à Fort-Calquier, donc dans le parc naturel régional du Luberon. André, est-ce que vous êtes là? Et si vous êtes là, voilà. Bon. Bonjour André, comment allez-vous depuis hier? Très bien. Alors André, en quelques mots, justement, pourquoi vous avez choisi de réhabiliter un site agricole, puisque votre histoire avec votre hébergement aujourd'hui commence par là. Pourquoi justement réhabiliter? Oui, en quelques mots, ça ne s'appelait pas réhabilitation à l'époque, c'était l'installation d'un hôtel en pleine zone agricole il y a 45 ans de cela. Donc, on était un peu novateur dans cette entreprise-là. On n'a pas tout de suite… le fait d'être dans une zone agricole entourée de champs, d'activités, d'être en très bonne relation avec tous les acteurs de l'agriculture a fait que est entré dans l'esprit de l'entreprise ce respect profond sur tous les angles, hein, et chaque fois que nous avons engagé quelque chose sur Charambeau, ça en était imprégné. Alors au début, c'était simplement du bon sens, hein, ça n'était pas de l'éco-responsabilité, c'était il y a longtemps, et puis ça a muté tout doucement vers une vraie conscience éco-responsable qui se conforte, je dirais, d'année en année, de mois en mois, d'expérience en expérience, pour faire de notre activité ou de notre entreprise, non pas une entreprise modèle ou unique, on n'a pas du tout cette prétention, mais simplement une entreprise vertueuse et qui cherche à l'être de plus en plus, dans la mesure où c'est maintenant observé par les clients, et ça devient aussi un élément d'attractivité pour l'entreprise, on le vérifie tous les jours. Alors, je peux vous détailler quelques actions si vous voulez, mais je vous laisse poser des questions. Alors, au fait, André, quand on est entrepreneur et qu'on s'engage, comme vous l'avez dit aussi, de manière tout à fait naturelle, on aime la nature, on a envie de faire des belles choses avec elle. Quels ont été vos plus grands défis pour faire justement ces choix? Donc, à l'époque, quand vous avez commencé, il n'y avait pas, j'imagine, voilà, tout cet accompagnement. Enfin, on ne parlait pas autant de l'éco-responsabilité, de l'écotourisme. Comment, au fait, vous avez fait ces choix pour aller vers plus une gestion environnementale finalement de votre entreprise? Comment ça s'est passé? Bon, ça s'est guidé parce que j'ai dit par notre implantation, il allait de soi que l'on allait employer
des matériaux pour les bâtiments que nous avons rajoutés sur le site, des matériaux locaux qui avaient fait leurs preuves pendant des siècles. Donc, pierre, bois, terre cuite, ça c'est venu naturellement. Et puis, on a instillé de la technologie. Et les derniers bâtiments que nous avons faits, nous les avons faits en monomure brique parce que ça a une réputation d'isolation et de performance plus accrue. Et puis, au fil, il y a une dizaine d'années, nous avons installé une chaufferie centrale bois plaquette. On a complètement abandonné le fioul et on chauffe avec cette chaufferie centrale et ce réseau les piscines, l'eau chaude sanitaire, tous les bâtiments sont chauffés de cette manière. Voilà, c'est venu tout doucement et ça s'est immiscé, mais d'autres actions, hein, comme plus récentes, comme l'éclairage nocturne. On est ici sur un site où il y a un impact d'éclairage nocturne sur le centre astronomique de Saint-Michel Observatoire, donc il est impératif de réduire cette nuisance-là. Et nous avons opté pour un type d'éclairage commandé par un logiciel qui permet de mesurer à différents moments de la nuit, de la soirée et de la nuit, le pourcentage d'éclairage que nous émettons. Et ça intéressera peut-être mes collègues hôteliers, mais on n'est jamais à 100%. Au plus fort de l'éclairage, on est à 40%, et au plus faible, on est à 5% en fin de nuit, ce qui génère quand même des économies substantielles en termes de consommation électrique, d'autant que c'est du LED, bien sûr. Voilà, ce sont des exemples, mais on pourrait en rajouter, comme la mise en place du tri sélectif dans les zones rurales. Le tri sélectif n'est pas aussi performant et aussi bien organisé, et ça n'est pas faute aux collectivités, c'est comme ça, c'est que ça nécessite des masses pour déplacer des camions, mais on n'a pas forcément dans un hôtel en pleine campagne ces masses-là. Voilà. Du coup, on a dû s'adapter au tri sélectif qui est fait. Les conteneurs jaunes sont en place, cachés bien sûr, mais accessibles aux clients. Mais nous pratiquons nous-mêmes le tri du verre et c'est nous qui le déplaçons vers une déchetterie. Voilà. Je peux parler aussi de, peut-être pas dans l'ordre de ce que nous avons fait, mais la mise à disposition de vélos pour favoriser la mobilité de nos clients qui peuvent aller au village à 3,5 km par une petite route bucolique. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on fait depuis 25 ans. Hein. Ça ne vient pas de sortir, on n'a pas attendu l'engouement pour le vélo. On est engagé depuis très longtemps dans ce domaine, mais aussi l'enfouissement de l'arrosage. Depuis quelques années, nous sommes sensibles à ces problèmes d'arrosage des espaces verts qui touchent les bâtiments. Nous avons abandonné l'arrosage des pelouses, des espaces prairies qui sont éloignés des bâtiments. On les laisse tourner paillasson. Alors, les premières années, ça tord un peu le ventre, mais après, on s'y fait vite et les clients ne s'en plaignent pas. Il suffit de faire un commentaire très rapide et ils acceptent ça. Alors, aujourd'hui, globalement, donc, quand on vient chez vous, donc, votre lieu devient presque une destination au sein du réseau des parcs et notamment du Luberon. Quelle expérience, comment en ressortent vos clients? Avec quoi ils repartent très rapidement? Il nous reste une petite minute, André. Alors c'est très variable. Je pense que les clients sont de plus en plus sensibles à ces signaux de respect de l'environnement. Peu l'expriment, mais de plus en plus l'expriment quand même par des phrases sibyllines quelquefois concernant le tri ou ce que nous faisons, l'arrosage, le lavage, le respect que nous imposons dans les salles de bain avec le lavage seulement des éponges qui sont mises sur le sol. Voilà, tous ces signaux et tout ça passe par des petits panneaux didactiques qui expliquent, qui font sentir quelle est la politique de l'entreprise et c'est apprécié et ça le sera de plus en plus. On ne greenwash pas, on est parti de loin, on n'est pas parfait. Je pense qu'on pourra encore progresser. Il y a notamment 2 points, je peux les citer pour mes collègues hôteliers, sur lesquels nous sommes encore en faiblesse.
mais c'est le traitement des eaux de piscine. Jusqu'à présent, l'ARS n'a pas trop encouragé à autre chose que le chlore, malheureusement, mais c'est en train de s'assouplir et on ne désespère pas de le faire évoluer. Et le traitement des eaux grises, qui est là très prégnant pour nous, parce qu'on a une installation qui date d'une vingtaine d'années, et on veut passer à un traitement des eaux grises par lagunage, quelque chose de plus vertueux pour l'environnement, et on va y arriver. Alors, merci beaucoup, André. Juste une dernière question. Qu'est-ce que ça vous apporte, très rapidement, de faire partie d'un réseau? Vous faites partie de ce réseau de la filière. Concrètement, qu'est-ce que ça vous apporte? Je n'ai pas entendu le réseau Valeur Park. Qu'est-ce que ça vous apporte de faire partie d'un réseau? Parce qu'en effet, on peut agir tout seul dans son coin et on peut intégrer une plateforme. Qu'est-ce que ça vous apporte? Mais vous l'avez dit tout à l'heure, tout seul on fait, mais à plusieurs on va plus loin. Voilà, c'est ça l'effet réseau. Ce n'est pas perçu par tout le monde, mais ceux qui le perçoivent sont convaincus que l'endroit où ils sont est un endroit qui est aussi collectif, qui joue collectif, et ça c'est important. Absolument. Merci beaucoup, André. Si vous avez des questions, donc, vous pouvez les poser dans le chat et puis on trouvera un moment pour qu'André réponde à vos questions. Mais maintenant, je vais passer la parole donc, à notre deuxième personnage, donc à Jenny Alfonso Relova, qui est gérante du site écologique Gaia Luna et qui est là, je la vois, je te vois Jenny, qui est donc à Sospel, dans le parc naturel, dans le parc national du Mercantour. Alors Jenny, elle a vraiment une expérience aussi très singulière. Et donc Jenny, est-ce que tu peux activer ton micro? Jenny? C'est bon. C'est bon? Vous m'entendez? On t'entend et on te voit. Alors Jenny, raconte-nous un peu très rapidement le coup de cœur que tu as eu pour ce lieu, les choix que tu as faits et comment aujourd'hui tu partages ton amour pour la nature à travers toutes les actions que tu mets en place en termes de gestion environnementale. C'est une grosse question, ça. Bon, grosso modo, j'ai passé 2 ans et demi à parcourir la France, à trouver un lieu pour m'installer. Ensuite, une fois que j'ai trouvé les villages des Sospel, j'ai passé encore 2 ans et demi à vadrouiller à Roya Bevera pour trouver cet espace. Enfin, c'est cette petite maison à ruines avec quelques cabanons à restaurer au milieu d'un verger d'oliviers et d'autres fruitiers. Et en fait, j'étais pas forcément écolo à la base, bien que j'ai été très portée sur la nature, parce que je suis artiste à la base. Hein. J'ai créé sur énormément de supports. Et donc, une fois arrivée là, devant cet endroit qui était intouché pendant plusieurs dizaines d'années, ça appartenait à une famille monégasque qui venait de temps en temps débroussailler, genre tous les 10 ans, parce que les pères étaient décédés, donc ils ne s'intéressaient plus trop au lieu. Et en fait, quand je suis entrée, il y avait encore de la paille, il y avait les outils de travail, il y avait les bancs où les gens s'est couchés, il y avait les verrous pour garder les grains. Enfin, un lieu comme ça qui n'a pratiquement pas été touché depuis la dernière guerre. On ne peut pas les salir avec ce qu'on utilise maintenant actuellement pour les bâtiments. Donc, en fait, j'ai passé, voilà, bon, c'était un petit peu compliqué pour l'acquérir, mais une fois c'est fait, j'ai passé 6 mois à étudier. À la base, je suis architecte d'intérieur de formation, bien que j'ai développé ma carrière artistique plus que l'architecture d'intérieur. Et donc, j'ai repris mes études d'architecte pour développer tout ce qui est la réhabilitation du bâti ancien de façon écologique. Et donc, je me suis plongée là-dedans pour pouvoir justement réhabiliter ces lieux de vie et puis me plonger dans la nature à fond parce qu'il fallait, voilà, enfin, dans ma tête, c'était pas possible de mettre du béton, du plastique, etc. Donc, tout s'est fait de fil en aiguille. Voilà, EDF, il demandait, je sais pas, peut-être 25 000 € pour mettre 3 poteaux ou 4 poteaux depuis la route et tous les systèmes électriques. Enfin bon. Et donc, on a opté pour des panneaux solaires à la base. Et tout s'est fait au fur et à mesure. Donc, les systèmes des eaux, je vais vous raccourcir parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais donc, j'ai opté pour une épuration par les plantes.
Donc, on est en phytoépuration. Ensuite, on a un chauffe-eau solaire aussi. Voilà, j'ai fait toute l'isolation en laine de mouton locale de mon voisin qui habite au-dessus de la montagne. On a fait des toilettes sèches qui utilisent la sûre des scieries locales. On a fait tous les enduits à la chaux, les chapes, les dalles. Quoi d'autre? Tous les bois est local, des scieries locales aussi. Toute l'isolation, enfin les portes, les fenêtres, c'est en gaz argon, enfin aux normes actuelles. Ensuite, j'ai réhabilité les cabanons qu'il y avait sur place, dont un pour en faire, bon, ce que vous voyez à l'écran, qui est ce qu'on met à disposition pour l'accueil des touristes l'été. Je propose aussi des stages autour de l'écologie et autour de l'art, donc pour que les gens ils viennent découvrir dans un site naturel quelques attraits, disons, ce qui touche autour du bâti écologique, comme par exemple j'ai mis en place des ateliers de phytoépuration pour montrer aux gens sur place. On a deux stations de phytoépuration. Voilà, on leur montre les potagers, on leur montre un petit peu, en fait, les eaux, donc c'est des eaux de pluie. Et puis, on a aussi la source d'un voisin qu'on partage. Et puis, donc, les eaux sont utilisées dans la maison. Ensuite, elles sont épurées par les plantes et elles vont dans les potagers. On est en train d'installer une mare finale qui va servir qui sera un bassin épuré par les plantes. Et donc, les trop-pleins de ces bassins, il ira aussi au potager. Et donc, les touristes qui viendront dans notre gîte, ils pourront profiter également de la baignade dans les bassins. Ça sera un stade un peu plus tardif parce que maintenant, on est occupé à faire pas mal de choses. Pour l'instant, je suis toute seule à faire tout ça. On a une cabane dans les arbres aussi pour les enfants. Enfin pour des jeux d'enfants. On a un espace pour les enfants aussi pour qu'ils soient immergés dans la nature. Et grosso modo, c'est ça, hein, c'est beaucoup plus large, mais je ne veux pas non plus prendre tous les temps disponibles. J'imagine que tu as d'autres questions à me poser. Alors, il ne reste pas beaucoup de temps, mais ce qui est intéressant avec tout ce que tu proposes aujourd'hui, c'est quelle est l'expérience, en fait, quand les visiteurs ils viennent, comment ils vivent cette expérience, cette connexion avec la nature? D'autant qu'ils se retrouvent dans la forêt, dans le Mercantour, donc c'est un espace qui est encore très sauvage. Comment ils réagissent? Jusqu'il y a 2 ans, c'était très mitigé. Il y avait beaucoup de gens qui avaient des réticences à aller à faire leurs besoins dans de la sûre, quoi. Il fallait que ça parte. Donc ça, les gens, ils avaient beaucoup de problèmes. Maintenant, il y a eu un grand bond depuis 2 ans. Et je dirais que 95%, voire plus des gens qui viennent, ils viennent vraiment pour faire une immersion dans un site écologique. Il y en a beaucoup qui demandent des stages et des ateliers personnalisés, puisque sur notre site, donc gaialuna.fr, tout est repris, il y a les activités, etc., avec les dates. Et aussi, quand il y a plus de 2 personnes, il y a moyen de faire des ateliers personnalisés. Donc, franchement, là, actuellement, aujourd'hui, je ne fais pas beaucoup d'efforts, bien que ça fait 7 ans que j'ai cette location. Donc, auparavant, donc les 5 années précédentes ont été assez dures parce que les gens n'étaient pas du tout ouverts, sauf ce qui est peut-être les pays scandinaves, les Allemands, eux, ils sont déjà, ils ont quelques pas en avant vis-à-vis des pays plus au sud, on va dire, dans ce qui est le respect de la nature et l'immersion dans la nature. Mais bon, en France, voilà, moi ce que j'ai constaté personnellement, c'est que depuis 2 ans, les gens, ils demandent que ça. Après, voilà, tout le monde n'est pas au même stade de développement à ces niveaux-là. Donc, je pense qu'il faut un peu de temps pour que les gens ils appréhendent tout. Par exemple, des fois, il y a les sangliers qui viennent fouiner sous la cabane et tout ça. Il y en a qui sont surpris. Voilà, ça. Il y en a qui voient du caca renard tous les longs du chemin. Voilà, ils sont étonnés. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, voilà, je pense que l'éducation s'est fait, mais là, elle est en accéléré, hein, vraiment. Surtout que les gens, ils veulent fuir les villes. Ils investissent de plus en plus les campagnes. Donc le cœur y est. Maintenant, après l'action de chacun, ça prend du temps.
Merci beaucoup, Jenny. Mais ça veut dire qu'on a encore plein de belles choses à mettre en place et créer et que c'est vraiment le rôle des professionnels parce qu'ils sont finalement, c'est eux l'interface entre le territoire et le visiteur. Et donc, vous êtes vraiment ce pont entre tout ce qu'on est en train de dire et comment on va l'amener en termes d'expérience. En tout cas, tu nous donnes envie de venir découvrir Gaia Luna. Merci. Merci à vous deux. Alors, on a un quart d'heure, un petit quart d'heure de retard. On va donc maintenant passer aux différents ateliers et on reviendra pour les conclusions et peut-être on prendra un peu plus de questions à ce moment-là. Si vous avez des questions pour Jenny, pour André, mettez-les. On y répondra tout à l'heure. J'espère que vous serez encore là avec nous. Mais là, il faut vraiment qu'on passe aux ateliers. Je ferai un petit briefing logistique pour les ateliers pour expliquer aux personnes qui sont connectées. Merci Sabrina. Donc là, dans le chat, Alexis vous a envoyé 4 liens pour les 4 ateliers thématiques. Vous les voyez aussi à l'écran. Donc, ce que je vais vous inviter maintenant à faire, c'est accéder à ces liens. Vous allez vous déconnecter de cette conférence. Vous allez accéder aux liens des ateliers. Et ensuite, pour nous retrouver tous ensemble, il faudra juste que vous accédiez au lien de conclusion que chaque animateur vous le partagera dans le chat. Le point crucial qu'il faut qu'on acte actuellement, c'est l'heure de retour, parce qu'on sait qu'on a une heure d'échange dans chaque atelier. Et pour qu'on se retrouve tous ensemble, il faudra vraiment respecter scrupuleusement le temps et il faudra vraiment qu'on soit de retour ici. On dit, Sabrina, si tu es d'accord, midi 15, vu le temps de se connecter et l'heure qu'on doit passer ensemble, on se donne tous rendez-vous à midi 15 ici pour une conclusion. Il y aura légèrement un retard, mais on ne peut pas l'échapper. Donc, vous avez dans les chats les liens de connexion. Deux petites infos supplémentaires. Dans les chats aussi, vous avez reçu un catalogue de bonnes pratiques qui regroupe toutes les solutions qui sont regroupées dans les 4 ateliers. Vous pouvez l'accéder, l'accesser, mais on va vous l'envoyer aussi dans un mail de suivi pour voir l'ensemble de solutions qui sont pitchées dans les 4 ateliers. Et il y a aussi un livre blanc qui a été partagé dans le chat par notre partenaire Made in Soft, qui regroupe pas mal de solutions innovantes pour transformer le secteur touristique. Voilà, pour moi, c'est tout. Je pense que petit à petit, on peut inviter les participants de se connecter dans les salles d'attente d'autres ateliers pour la suite. Merci. Merci Christina. Donc moi, je vais me déconnecter pour me connecter pour l'atelier biodiversité. Donc toutes les personnes qui sont inscrites, dans 5 minutes, vous allez pouvoir me rejoindre et on se retrouvera tout à l'heure avec le même lien ici. Allez, à très vite pour les ateliers. Donc, pour ceux qui sont encore là, les liens dans les ateliers, pour les ateliers sont dans les chats. Je vous invite à les accéder ou sur votre mail, comme vous les avez reçus ce matin et hier. Et on se donne rendez-vous dans les 4 ateliers.